Lorsqu'il s'agit de penser les rapports entre la société et l'État, éventuellement en termes d'antagonisme, il est difficile, au moins historiquement, de faire l'impasse sur la théorie sociale et politique de Thomas Hobbes. Ce philosophe anglais, né en 1588 et mort en 1679, propose en effet un cadre conceptuel qui est parmi les premiers à rejeter radicalement le modèle qui prévalait depuis au moins la philosophie grecque, et en premier lieu celle d'Aristote et des stoïciens. Pour le dire rapidement, dans ces philosophies, la communauté tout à la fois sociale et politique était pensée comme une donnée naturelle de l'existence humaine. L'homme y était pensé comme un animal naturellement social et politique, si bien que le statut de la communauté n'y était pas problématique. Elle était simplement une des dimensions essentielles et naturelles de l'être humain comme tel. On peut affirmer sans trop exagérer que c'est le rejet de cette prémisse anthropologique qui fonde l'édifice de la philosophie politique hobbesienne. L'homme n'est pas un être voué par nature à s'associer dans des tissus de relations interindividuelles stables, il n'est pas naturellement social, ni, a fortiori, à se donner et à obéir à des règles de fonctionnement collectif stables et sanctionnées. Il n'est pas naturellement politique. Je n'ai hélas pas le temps de vous développer l'anthropologie hobbesienne ici, et je ne peux qu'indiquer les éléments qui fondent cette position. Il vous faudra donc admettre comme autant de présupposés des thèses qui sont en réalité acquises par Hobbes comme des conclusions dérivées de ses principes premiers. L'idée générale est que s'il existe bien des animaux sociaux, voire politiques, chez qui le bien individuel est immédiatement orienté vers le bien commun, il n'en va pas de même de l'être humain, chez qui la maîtrise de la parole articulée a développé l'individualité des membres de l'espèce au point de créer entre eux plus de différences que de communautés. Les hommes sont ainsi condamnés à s'opposer les uns aux autres, non parce qu'ils seraient intrinsèquement méchants, mais parce qu'ils sont fondamentalement étrangers les uns aux autres, situation aggravée par trois passions, trois affects fondamentaux. La rivalité, qui dérive de l'égalisation approximative de nos aptitudes, qui fait qu'un individu ne peut s'imposer par une supériorité naturelle. L'orgueil, qui provient de notre attention aux signes extérieurs d'appréciation de soi, donc de volonté ou pas de nous nuire. Et enfin surtout la méfiance, qui tient dans le fait que nul ne peut présumer les intentions de son voisin à partir de lui-même. Puisqu'il n'est jamais possible d'anticiper si l'autre s'approche de moi avec de bonnes ou de mauvaises dispositions, il est licite et même rationnel, au nom de mon droit de me préserver, de prendre les devants et de l'attaquer avant qu'il ne m'attaque. La constitution naturelle de l'être humain ne mène donc pas celui-ci à vivre dans un état social. Il n'y a pas de société naturelle des hommes. Au contraire, cet état que l'on connaît canoniquement sous l'expression « état de nature » doit être pensé comme un état de guerre, non au sens où la guerre telle que nous l'entendons aujourd'hui ferait sans cesse rage, mais au sens où il se caractérise par la constante possibilité d'agression des individus par d'autres individus. L'état naturel de l'homme, c'est-à-dire celui où le mène le simple jeu des lois de la nature et de la nature humaine en particulier, n'est pas la société, mais au contraire une forme d'hostilité au moins rampante, généralisée. Cette donnée implique que dans un tel état, les groupes ne puissent atteindre un degré de cohérence et de stabilité suffisant pour être qualifiés de substantiels, c'est-à-dire avoir le statut d'un quelque chose réel et identifiable. Puisque les êtres humains ne sont pas naturellement portés à exister les uns pour les autres, puisqu'au contraire, ils sont naturellement et rationnellement portés à être dans une relation de défiance, voire d'agression les uns vis-à-vis des autres. Et puisque nul ne l'emporte suffisamment en puissance sur les autres pour faire de sa force un principe durable de stabilité, les groupes ne peuvent, dans un tel cadre, être des quelque chose à part entière, des totalités substantielles qui incluraient les individus comme leur partie. Ils ne peuvent être que des réunions temporaires, vouées au délitement, d'individus les utilisant comme moyens en vue de buts variables, mais irrémédiablement égoïstes. Or, précisément, on peut définir la société comme cette totalité qui intègre les individus humains dans un tissu de normes linguistiques, morales, politiques, etc., et de relations, normes et relations qui leur préexistent et leur survivront. C'est en ce sens qu'on peut parler de la société française en 1850 comme aujourd'hui, alors qu'aucun individu n'est commun entre ces deux populations. Par conséquent, il faut conclure que dans le cadre conceptuel et anthropologique hobbesien, non seulement la société n'est pas une donnée naturelle immédiate de l'être humain, mais encore qu'elle est à l'état de nature impossible. Certes, les individus ne sont pas uniquement portés dans leur état naturel à l'agression mutuelle. Il existe bien aussi des tendances naturelles qui les portent à se rapprocher les uns des autres et qui permettent d'ailleurs la formation des groupes. Simplement, ces forces sont insuffisantes pour contrebalancer celles qui les mènent à la méfiance et au conflit, si bien que les groupes ne peuvent y avoir le mode d'existence de quelque chose de stable et doté d'une forme de permanence relativement au changement des individus qui les composent. La société est impossible dans la nature.
Alors, arrivé à ce point, vous serez peut-être sceptique. Ces relations interhumaines censées rendre impossible la société, sont-elles bien celles que nous observons entre nous tous les jours ? Cette société prétendument impossible, ne la constatons-nous pas chaque jour autour de nous, dans des règles que nous avons trouvées là depuis notre naissance, dans notre éducation, dans des représentations partagées ? Ne nous reconnaissons-nous pas mutuellement, au moins en partie, comme semblables, comme membres d'une totalité supérieure, fût-elle difficile à délimiter précisément ? Ce qu'il faut voir, c'est que Hobbes ne nie pas ceci. Il sait très bien que nous vivons au sein de groupes humains stables, que les rapports mutuels ne sont pas avant tout de l'ordre de l'agression, que la vie et l'histoire humaine sont vie et histoire en commun. Son propos n'est pas de nier ce fait évident, mais bien plutôt de dire qu'il s'agit là d'un fait qui doit être expliqué et qu'on ne saurait poser comme réalité naturelle première au vu des conclusions auxquelles mène son anthropologie. L'état de nature ne décrit pas un état empiriquement constatable, ni aujourd'hui ni dans le passé. Il est un cadre théorique qui découle logiquement de l'analyse abstraite de la nature humaine, cadre qui implique que l'état social et politique, qui est celui dans lequel nous observons l'humanité, ne peut être un point de départ de la théorie, mais au contraire le point que celle-ci se doit d'expliquer. Comment se fait-il que nous vivions en société alors que notre constitution naturelle devrait rendre ce fait impossible ? C'est là, on peut le soutenir, la question fondamentale posée par Hobbes dans le Léviathan et que sa théorie du pacte social visera à résoudre. Et pour essayer de résoudre ce problème précisément, il va nous falloir repartir de l'état de nature tel que je vous l'ai présenté. Cet état possède une dimension paradoxale. En effet, on a vu qu'il était l'état qui résultait nécessairement de la nature des êtres humains, en tant que ceux-ci sont à la fois des êtres de passion et de raison. Si par raison, il faut entendre avec Hobbes simplement cette puissance calculatoire qui permet d'ajuster les moyens aux fins. En outre, la motivation première et fondamentale de tout être vivant, et a fortiori de l'être humain, est la préservation de sa vie et l'assouvissement de ses désirs. Par conséquent, l'état de nature est l'état qui résulte d'une multitude d'êtres humains cherchant rationnellement, et j'insiste sur ce terme, cherchant rationnellement à satisfaire leurs désirs, au premier rang desquels, donc, la préservation. Or, et c'est là que réside, sinon le paradoxe, au moins la tension, l'état de nature est précisément le pire obstacle qu'on puisse imaginer au fait de mener une vie heureuse. Si par vie heureuse, il faut entendre avec Hobbes, une vie consistant dans la satisfaction la plus complète possible des désirs. Et un obstacle même, tout simplement, à la survie. Dans cette situation où, selon l'expression consacrée que Hobbes reprend à Plaute, l'homme est un loup pour l'homme, la crainte constante de l'agression et l'effectivité courante de celle-ci empêchent les individus de développer leurs facultés, de satisfaire leurs désirs, et met en péril jusqu'à leur vie même. Je cite ici un passage célèbre du chapitre 13 du Léviathan. « Dans un tel état, il n'y a pas de place pour une activité industrieuse, parce que le fruit n'en est pas garanti. Et conséquemment, il ne s'y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par la mer, pas de construction commode, pas de computation du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société. Et ce qui est le pire de tout, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi-animale et brève. » Fin de citation. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qui est au principe même du caractère insupportable pour la vie humaine de cet état, c'est l'absence d'une dimension de communauté entre les hommes. Si l'état de nature ne se rencontre pour ainsi dire jamais empiriquement, c'est parce qu'il est littéralement invivable, caractère invivable dû essentiellement à la dimension strictement individuelle de la vie humaine en son sein. Les mêmes principes qui font que l'état de guerre est l'état naturel des hommes fondent l'impossibilité de demeurer dans cet état. Toutefois, ceci ne répond qu'à la question du pourquoi de la sortie de l'état de nature vers la vie en société. On ne sait pas encore à ce point comment s'opère ce passage. Passage qui est d'ailleurs rendu d'autant plus problématique à conceptualiser du fait de la radicalité de la césure posée par Hobbes entre la société et les simples groupements naturels. Comment les êtres humains passent-ils de leur nature d'être strictement individuels à une vie au sein de communautés substantielles où ils sont unis ? Comment de particules élémentaires deviennent-ils des concitoyens, des membres d'une même société ? Le premier point à invoquer ici, c'est qu'il s'agit de faire disparaître les conditions qui font de l'état de nature un état de guerre. Comment faire pour que les individus n'aient plus peur les uns des autres ? La réponse de Hobbes est que cela passe par la domination d'un pouvoir réellement souverain, capable de tenir en respect chacun des individus, afin de pouvoir les forcer à respecter un certain nombre de règles permettant la vie en commun. Interdiction de l'agression, respect de la propriété et des promesses, etc. Ce n'est que par la soumission commune à un pouvoir supérieur que l'état de guerre pourra faire place à un état de coexistence pacifié précisément par ce pouvoir supérieur qui en assure la réalité.
On voit déjà ici que l'instauration de la société passera par l'instauration du pouvoir politique, lequel, on le verra bientôt, prendra la forme de la domination étatique. Le problème, c'est que précisément un tel pouvoir n'existe pas naturellement. Aucun individu ne peut posséder par lui-même une puissance telle qu'il soit dans une position de supériorité absolue vis-à-vis des autres. Le plus fort n'est jamais assez fort pour exercer une domination absolue, celle-ci ne peut être que relative et temporaire. Il faut donc en passer par un mécanisme, par un artifice, afin de créer un tel pouvoir. Mais comment ? Le problème n'est pas mince, et Hobbes n'en sera venu à bout qu'en 751 dans le Léviathan, soit une dizaine d'années après ses premiers écrits sur le sujet. La solution a deux réquisites. Il faut pouvoir penser d'abord l'instauration d'une instance ayant un certain pouvoir sur les individus, et ensuite la supériorité absolue en puissance de cette instance sur les individus sur lesquels elle s'applique. Ces deux réquisites correspondent aux deux dimensions du pacte social tel que le pense Hobbes, à savoir d'une part la représentation, d'autre part le dessaisissement des droits naturels individuels. Je vais vous les développer et les expliquer rapidement. La représentation tout d'abord. La représentation se comprend de la façon la plus générale comme une relation entre une chose A, qu'on appellera le représenté, et une chose B, qu'on appellera le représentant, de telle sorte que B se donne comme valant pour A. C'est en ce sens qu'un portrait représente la personne dont il est le portrait. Elle peut valoir plus spécifiquement dans l'ordre des relations humaines. Je peux décider de me faire représenter dans tel ou tel contexte, par exemple juridique, par une autre personne, auquel cas je reconnais les actes et les personnes de cette personne comme étant les miens, ils ont été faits en mon nom. Cette relation de représentation, c'est elle qui permet de comprendre, dans le même temps, comment les individus instituent une instance de pouvoir, dont on verra juste après comment elle devient souverainement puissante, et comment la multitude s'agrège en une totalité sociale unifiée. En effet, la multitude, c'est-à-dire la simple somme des individus qui ne possèdent pas d'unité réelle, peut se donner un représentant. Ou plutôt, puisque la multitude n'est en elle-même rien d'autre que la somme des individus. Chacun des individus peut choisir de se donner le même représentant que les autres. Et si cela est fait, deux choses ont été réalisées. 1. Les individus se sont bien donné une personne commune pour les représenter, dépositaire d'une forme de pouvoir en tant qu'elle agit en leur nom. 2. L'unité même de cette personne représentante fonde l'unité du représenté, c'est-à-dire de la multitude qui, par là, devient peuple ou société. Ce geste de représentation instaure l'existence d'une instance de pouvoir, qui peut être un individu seul ou une assemblée, et par l'unité même de cette instance, donne unité aux individus représentés. C'est ce moment qui fonde le passage d'une somme d'individus sans lien ni cohérence à l'unité d'un peuple, d'une société. Cependant, si on en restait là, cette instance n'aurait pas le pouvoir nécessaire pour tenir les individus en respect et mettre fin aux conflits généralisés entre eux. L'unité ainsi créée ne serait pas durable et se déliterait très rapidement. C'est là qu'il faut évoquer le second mouvement contenu dans ce pacte social, à savoir le dessaisissement des droits. En effet, à l'état de nature, les individus ont un droit de nature, c'est-à-dire une légitimité naturelle à utiliser l'intégralité de leur puissance, de leur force, pour assurer leur conservation et satisfaire leurs désirs. Le problème étant qu'alors c'est l'agression qui est naturellement légitimée. L'idée est donc qu'ils doivent se défaire de ce droit naturel et transférer la légitimité de l'utilisation de leur puissance de leur propre personne vers celle du représentant, qu'il faut de ce fait même qualifier de souverain. C'est ainsi que le souverain se trouve dépositaire d'une puissance qui excède absolument les puissances individuelles, puisqu'elle est la somme de toutes celles-ci. À l'issue de ce double mouvement de représentation et de dessaisissement, on peut donc avoir le fin mot sur la conception hobbesienne de la société. La société est un être réel, substantiel, mais artificiel, créé par le double mouvement du dessaisissement du droit absolu des individus à utiliser leur puissance comme bon leur semble, au profit d'une seule personne, et de se donner cette personne comme leur représentant, c'est-à-dire comme agissant et parlant au nom de chacun. Par le dessaisissement, la personne ainsi désignée devient dépositaire d'une puissance incommensurablement supérieure à celle des individus. Donc maintenant, on comprend pourquoi et comment les êtres humains sortent de l'état de nature, quittant ainsi l'état de multitude atomisée pour un état social, où de rivaux et d'ennemis potentiels, ils sont devenus les membres d'une même société. Mais ici, vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que je n'ai pas encore évoqué le terme d'État. C'est ce que je voudrais faire maintenant, pour vous montrer en quoi la genèse conceptuelle de la société que je viens de vous présenter implique l'indexion de la société à la forme étatique. On peut définir l'État comme la forme de l'organisation politique dans laquelle le pouvoir est détenu et exercé par une instance coercitive relativement séparée de la population et fonctionnant de façon verticale. Or, nous avons vu que le schéma hobbesien de la genèse de la société comme être artificiel reposait sur la représentation des individus de la multitude par une instance supérieure, dont l'être même consiste à tenir ces mêmes individus en respect, en concentrant en elle leur puissance, de sorte qu'elle peut toujours contraindre les individus à respecter les lois.
En outre, le processus de la représentation implique que le représentant désigné, homme ou assemblée, se trouve de ce fait même séparé de la population qu'il représente. La représentation ne peut se penser que dans la distance. Dès lors, si on tient ensemble ces deux déterminations, force absolue de contrainte physique sur les individus d'une part, caractère représentatif donc séparé d'autre part, il faut bien conclure que ce à quoi est suspendue l'existence de la société comme telle, c'est à cette structure politique dont nous venons de voir qu'elle était celle de l'État. Il ne peut y avoir de société sans État, parce que l'État est lui seul est la condition de la pacification des rapports interhumains nécessaires à l'unité réelle de la multitude. Que peut-on dire alors, en conclusion, avec Hobbes quant au thème de ces rencontres, la société contre l'État ? Premièrement, que cette opposition ne saurait être une opposition d'ordre conceptuel. La société et l'État ne sont pas deux entités distinctes que l'on pourrait penser séparément l'une de l'autre et qui pourraient entretenir des rapports plus ou moins apaisés ou antagonistes. La société n'existe que grâce et par l'État. Toutefois, on ne peut pas s'en tenir à ce point. Il faut dans un second temps voir que l'on peut rendre raison d'une forme, sinon d'antagonisme, au moins de face-à-face entre ces deux dimensions principales de l'existence en commun. Comme on l'a vu, l'État ne peut se constituer comme État que par un détachement de la personne représentante par rapport au reste de la population. Il fonde la société, il la rend possible, mais il ne peut la fonder et la rendre possible que dans une forme de distance. En outre, il faut ici insister sur un point que je n'ai fait que vous évoquer en passant lorsque je parlais des relations interhumaines à l'état de nature. Il existe bien des forces naturelles de liaison entre les hommes. Une fois les conditions de la guerre de chacun contre chacun disparues grâce à la puissance de l'État, il ne faudrait pas penser que celui-ci détermine la vie de ses citoyens dans tous ses détails et dans toutes ses dimensions. Même vivant au sein d'un État, les individus ont entre eux des relations qui ne sont pas imputables quant à leur nature à ce dernier, dont les lois et la police ne sauraient déterminer l'intégralité de la vie humaine en son sein sans que soient par là perdus les avantages d'une telle vie sociale et politique. Dès lors, puisqu'une fois créée, la société a pour ainsi dire une vie propre et séparée de l'instance qui la fonde, l'État, et puisque cette instance ne peut être ce qu'elle est que dans une forme de séparation vis-à-vis de la société, alors il est effectivement possible, voire nécessaire, que la société puisse se penser elle-même dans un face-à-face, voire un antagonisme, par rapport à cet État, auquel elle est pourtant intrinsèquement liée. Je n'aurai pas le temps d'évoquer ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire des pistes critiques de ce genre de thèse. Je pense que vous en avez. Ce que j'espère simplement, c'est avoir pu vous montrer que, malgré, éventuellement grâce à toutes ces critiques qui peuvent venir, la pensée de Hobbes est particulièrement fructueuse pour penser les rapports de la société et de l'État. Je vous remercie.